Tu utilises MailChimp dans le cadre de ton marketing par courriel pour gérer ta liste de contacts. Tu vois dans la plateforme MailChimp que tu peux classer tes contacts par segment, par groupe et par tags. Tu sais pas trop c'est quoi la différence entre ces trois choses-là et puis tu aimerais savoir lequel utiliser à quel moment. Mon nom est David Quintal et puis c'est exactement ça que je vais t'expliquer aujourd'hui. C'est quoi la différence entre les segments, les groupes et les tags dans MailChimp puis à quel moment tu devrais utiliser l'une ou l'autre de ces méthodes-là pour classer tes contacts. Pour la vidéo d'aujourd'hui, je vais assumer que tu as déjà un compte MailChimp, puis que tu es connecté en ce moment dans ton compte MailChimp, puis tu es rendu à une étape où tu as déjà importé tes contacts, ta liste de contacts est configurée, etc. Si jamais ce n'est pas le cas, j'ai fait une vidéo par rapport à comment configurer ta liste de contacts. J'ai aussi fait une vidéo par rapport à comment importer tes contacts. Je t'invite à aller voir ces vidéos-là en premier. Les liens sont dans la description de la vidéo que tu écoutes en ce moment. Et puis après ça, reviens ici, puis je vais te montrer, ou plutôt, je vais te montrer, oui, et t'expliquer c'est quoi la différence entre les segments, les groupes et les tags sur MailChimp. Donc, je vais te montrer visuellement mon écran dans un compte bidon MailChimp que j'utilise en formation. Ça va être un petit peu plus concret pour toi, là, qu'est-ce qui est quoi. Donc, essentiellement, les deux manières de base de classer tes contacts dans MailChimp, c'est les groupes et les tags. Tags, c'est un mot en anglais pour étiquette. Donc, pour pas te mélanger, j'utiliserai pas le terme en français étiquette aujourd'hui. Je vais utiliser le terme tags comme on voit dans l'interface de MailChimp qui est seulement en anglais de toute manière. Donc, groupe et tags. Donc, dans un cas comme dans l'autre, que tu utilises les groupes ou que tu utilises les tags, c'est une manière que tu vas utiliser pour classer tes contacts. La grosse différence en réalité entre les deux, c'est que sur tes formulaires d'abonnement à ton infolettre, c'est possible de faire afficher les groupes pour que la personne, quand elle va s'inscrire à ton infolettre, elle puisse cocher elle-même, je vais être dans tel groupe, dans tel groupe, dans tel groupe. Fait que ça va être utile dans le contexte où ce que, par exemple, on va dire que tu prépares une infolette pour un organisme sans but lucratif, qui a différentes catégories de clientèle à laquelle elle pourrait vouloir envoyer des infolettes. Ces clientèles-là, ça pourrait être les bailleurs de fonds, ça pourrait être les bénévoles, ça pourrait être les employés, ça pourrait être les utilisateurs de vos services en tant qu'OSBL. Puis là, à ce moment-là, tu pourrais créer un groupe dans lequel ce serait quelque chose du genre, en fait, je peux te le montrer à mon écran parce que je l'ai fait dans mon exemple ici. J'ai créé un groupe que j'appelle type d'abonné. Puis quand je vais voir le détail de ce groupe-là, je peux voir que j'ai bénévole, membre du CA, donateur. Puis si je voulais, je pourrais rajouter, mettons, usager, pour un usager de ton service, dans le cas où tu as un OSBL, par exemple. Save. Puis là, j'aurai un autre groupe. Puis là, en réalité, en faisant ça, c'est que sur ton formulaire d'abonnement qui est soit sur le site de MailChimp ou qui est sur ton site web à toi, sur Facebook ou ailleurs, il y a différents champs qu'on demande quand on demande à un abonné de s'inscrire. Son prénom, son nom, son adresse de courriel. Pour sûr, c'est le champ qui est obligatoire pour s'inscrire à une infolette ou d'autres informations. Dans ces autres informations-là, il pourrait y avoir le groupe. Puis la personne après de elle-même cocher « Je suis un bénévole, je suis un membre du CA », puis je vais recevoir les courriels que vous envoyez aux bénévoles, aux membres du CA, etc. Donc, tu vas vouloir utiliser les groupes pour classer tes contacts, puis laisser tes contacts l'autonomie de se classer eux-mêmes dans le groupe où ils devraient aller. Fait que ça, c'est au moment, comme je te dis, de s'abonner à ton infolette sur le formulaire d'inscription, mais c'est aussi, par exemple, quand les gens vont recevoir ton courriel d'infolettre, dans le bas de l'infolette, il va y avoir un lien du genre Gérer mon abonnement ». Puis quand la personne clique sur Gérer mon abonnement, ça l'amène sur le site de MailChimp où elle peut modifier des choses comme son adresse de courriel, son nom, sa date de naissance, etc. et les groupes dans lesquels elle est classée. Donc, tu vas choisir les groupes vraiment quand tu veux donner l'autonomie à tes abonnés de s'inscrire au bon endroit, quand tu es confiant ou confiante que les personnes vont s'inscrire au bon endroit, mais aussi quand ça fait du sens qu'ils puissent gérer ça eux-mêmes. Si jamais dans ton cas, tu as des infolettes qui t'envoient juste aux membres du CA avec des informations confidentielles que d'autres personnes ne devraient pas avoir accès, à ce moment-là, utiliser les groupes, c'est pas une bonne idée parce que tu veux pas que des gens qui ne devraient pas recevoir les courriels des membres du CA les reçoivent parce qu'ils sont allés se cocher comme étant des membres du CA. C'est là que les tags deviennent intéressants. Donc, l'autre manière de base pour classer tes contacts sur MailChimp, il y a les groupes, ce que je viens de te montrer, puis il y a aussi les tags. Je vais te montrer les tags, comment ça fonctionne. Fait que quand on va dans Tags, on n'a pas de notion d'une catégorie avec des sous-catégories comme tu viens de voir pour les groupes. C'est juste tout d'un tas. Il n'y a pas de classification particulière pour les tags. Tu peux voir que les tags que j'ai créés dans mon compte de formation ici, c'est actualité, AGA, bénévole, EN pour dire que c'est mes contacts qui sont anglophones, FR pour dire que c'est mes contacts qui sont francophones, etc. comme ça.
Donc, la différence en réalité à ce niveau-là pour les tags, c'est le même principe que les groupes en réalité. C'est comme pour les groupes, c'est une manière de classer tes abonnés pour qu'après ça, quand tu envoies tes infolettes, tu peux dire à MailChimp, envoie cette infolette-là juste aux abonnés qui sont dans tel ou tel groupe ou juste aux abonnés qui sont en tel ou tel tags ou qui sont associés, pardon, avec tel ou tel tags. Mais la différence ici, c'est que les tags, c'est toi comme administrateur du compte MailChimp, administrateur de la liste de contacts, qui doit gérer les tags. Donc, les gens, quand ils vont s'abonner à ton infolette, ils verront pas les tags. Puis quand ils vont cliquer dans le bas de tes infolettes, gérer mon abonnement, ils verront pas les tags là non plus. C'est vraiment un outil que tu sers toi à l'interne pour gérer tes abonnés. Fait que ça, les tags, ça va devenir très utile quand tu veux avoir le plein contrôle sur j'identifie quelqu'un comme étant un membre du CA parce que je veux qu'il reçoive les courriels ou les infolettes qui sont confidentielles pour les membres du CA. À ce moment-là, quelqu'un ne pourra pas se mettre de lui-même ou d'elle-même le tag membre du CA. Toi, tu vas devoir le faire en tant que gestionnaire de la liste. Fait qu'à ce moment-là, tu vas vraiment pouvoir restreindre comme tu le veux l'auditoire qui reçoit ton infolettre. L'autre avantage des tags aussi, bien qu'ils ne font pas partie du formulaire d'inscription, c'est possible de faire en sorte de configurer tes formulaires d'inscription de manière à ce que si quelqu'un utilise un certain formulaire, il y a un certain tag qui lui est associé. Je vais te donner un exemple. Tu pourrais vouloir insérer un formulaire d'inscription à ton infolette sur un article de blog sur ton site web. Puis pour cet article de blog en particulier, tu veux savoir les gens qui ont utilisé le formulaire sur cette page-là de mon site web, sur cet article de blog-là, je veux savoir qu'ils sont inscrits via ce formulaire-là. Ou s'il y a un formulaire dans le pied de site de ton site web, je veux savoir que ça vient du pied de site. Ou si tu mets un formulaire d'inscription à ton infolette sur ta page Facebook, je veux savoir que les gens ont utilisé le formulaire sur Facebook ou ils ont utilisé le formulaire ici, peu importe c'est où. On peut avoir plusieurs formulaires d'inscription qui apparaissent à plusieurs endroits sur Internet. Puis tout dépendant quel formulaire est utilisé, on peut configurer le formulaire pour dire les gens qui s'abonnent avec ce formulaire-là indiquent qu'ils sont abonnés via Facebook, qu'ils sont abonnés via Instagram, qu'ils sont abonnés via telle campagne publicitaire, qu'ils sont abonnés via telle page sur mon site web, etc. Donc, ça te permet de taguer finalement, c'est pour ça que c'est des tags ou d'étiqueter en français. Ça permet d'étiqueter les contacts comme de quoi ils sont abonnés de telle ou de telle manière. Fait que ça, c'est une des choses qui distingue les tags, ce qui est vraiment intéressant. Sinon, l'autre chose qui te permet aussi, que tu peux faire avec les groupes aussi en réalité, mais qui est plus applicable pour les tags, c'est quand tu configures des automations sur MailChimp. Les automations, c'est ce qui se passe ici dans le menu de gauche, automation. Je vais te donner un exemple d'automation sur MailChimp. Supposons que tu as une boutique en ligne qui vend des imprimantes et des cartouches d'encre pour les imprimantes que tu vends, puis que tu connectes ta boutique en ligne avec ton compte MailChimp pour que les gens qui placent des commandes sur ton site web soient ajoutés à ta liste de contacts en même temps sur MailChimp. À ce moment-là, tu pourrais programmer une automation qui fait en sorte que si quelqu'un achète une imprimante d'une certaine marque ou d'un certain modèle, automatiquement, MailChimp envoie un courriel à la personne X nombre de temps plus tard pour lui dire, disons, on va dire un mois plus tard, parce que tu sais qu'au bout d'un mois, les gens ont généralement besoin de plus d'encre. Fait que tu peux programmer une automation sur MailChimp pour dire, OK, ben les gens qui ont commandé tel modèle d'imprimante, ben après un mois, envoie-leur un courriel disant, leur offrant d'acheter une cartouche d'encre pour leur imprimante qu'ils ont acheté chez moi, puis je vais leur offrir, mettons, un rabais de 10% sur leur commande, vu que c'est leur première commande de cartouche d'encre. C'est un exemple. Fait que si tu utilises les tags, une des choses que tu vas pouvoir faire avec les tags, c'est transmettre des informations à MailChimp pour dire cet abonné-là est francophone ou anglophone, pour savoir quelle version du courriel lui a envoyé dans l'automation, la version française ou la version anglaise. Tu pourrais aussi le taguer par rapport au fait qu'il a acheté telle ou telle imprimante ou telle catégorie de produits, etc. Donc, ça, c'est des choses que tu peux faire avec les tags. Tu peux le faire aussi avec les groupes, mais en réalité, tu ne voudras pas nécessairement que les gens contrôlent avec le groupe dans quel groupe ils sont pour activer des automations. Tu vas vouloir, toi, manuellement ou via un automatisme dans un formulaire, assigner des tags à quelqu'un pour qu'après ça, ça déclenche des automations dans les automations de MailChimp. Donc, c'est une autre des raisons pour lesquelles tu vas vouloir utiliser des tags versus utiliser des groupes. J'espère que c'est clair jusque-là, parce que c'est vraiment à la base, les groupes puis les tags. Ça, c'est quelque chose qui existe depuis pas mal longtemps dans MailChimp. Sinon, l'autre manière de regrouper ou de segmenter nos contacts, c'est de le faire avec les segments. Les segments, c'est un petit peu différent, c'est très différent en fait là, des groupes et puis des tags. Pour voir les segments, tu viens ici encore dans Manage Contacts, tu vas à Segments. Et puis des segments, c'est conditionnel. Fait que comme par exemple, quand tu veux créer un segment, les segments sont conditionnels et puis ils sont aussi dynamiques. Donc, quels abonnés sont dans tel ou tel segment peut changer avec le temps.
Par exemple, tu pourrais créer un segment conditionnel où ce que tu dirais, dans ce segment-là, je vais avoir tous les abonnés, toutes les personnes qui sont abonnées à mon infolettre en 2022, par exemple. Parce que en janvier 2023, je prévois leur envoyer une infolette pour les remercier de s'être abonnés en 2022 puis leur offrir un cadeau, par exemple. Fait que là, à ce moment-là, ce que tu vas faire dans ton segment, c'est que tu vas créer un segment abonné de 2022. Tu vas spécifier à MailChimp la condition de fie-toi à la date d'abonnement de la personne. Puis si elle est entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2022, l'abonné en question va faire partie de ce segment-là. Puis là, après ça, quand tu vas envoyer ton infolette de janvier, tu vas pouvoir sélectionner spécifiquement ce segment-là. Je vais te le montrer pour que ce soit plus concret à l'écran. C'est bien beau que je te le décris, là, mais je pense que ça va être plus concret si je te le montre. On va créer un segment, ici en haut à droite, Create Segment. Alors, je commence par donner un nom qui est significatif pour moi par rapport à mon segment. Ce nom-là, c'est juste moi qui vais le voir dans mon compte MailChimp. Les abonnés ne voient pas ça. Fait que ici, on va faire le scénario des gens qui seraient abonnés en 2022. Donc, je vais nommer mon segment Abonnés 2022. Et puis, je vais mettre une première condition ici en cliquant Add Another Condition. Et puis, la condition va être basée, il y a différents critères sur lesquels on peut baser nos conditions. Dans ce cas-ci, je veux baser la condition sur la date que la personne a été ajoutée à ma liste d'envoi. Donc, ça ici, c'est sous All Your Contacts Were Acquired, comment que les contacts ont été acquis, la date d'ajout. On va cliquer sur Date d'ajout. Puis là, les options qu'on a ici, je vais te les expliquer ici au cas où tu ne parles pas anglais. Donc, is after une date en particulier, donc et après une certaine date. Is before une date en particulier, donc et avant une certaine date. Is à une date en particulier, donc tous les gens qui sont abonnés à exactement le 29 août 2022, mettons. Is within une certaine période de X nombre de jours. Is not within dans une période de is within, c'est en dans une période de X nombre de jours, mettons dans les derniers 365 jours, donc dans la dernière année, ou pas dans une certaine période qui serait, mettons, 365 jours. Donc, ce que je vais vouloir faire ici pour avoir mes abonnés de la dernière année, je vais mettre une condition que ce soit après une date spécifique. Donc, ce que je veux, c'est entre le 1er janvier 2022 puis le 31 décembre 2022 inclusivement. Donc, ce que je vais lui dire, c'est is after la date qui va être le 31 décembre 2021. Je t'explique dans un instant pourquoi 2021. Donc, 31 décembre 2021. Donc, ici, j'ai choisi est après le 31 décembre 2021. Fait qu'est-ce qui vient après le 31 décembre 2021? Le 1er janvier 2022, qui est ma première date de référence pour mon année 2022. Donc, ça, c'est ma première condition. Je vais ajouter une autre condition, encore basée sur la date, la même chose. Mais là, cette fois-ci, je vais dire que la date est avant le 1er janvier 2023. Puis, qu'est-ce qui vient avant le 1er janvier 2023? Le 31 décembre 2022. Donc, avant le 1er janvier 2023. Donc, en ayant la condition ici, après le 31 décembre 2021, c'est à partir du 1er janvier 2022. Puis avant le 1er janvier 2023, ça veut dire jusqu'au 31 décembre 2022. Puis là, la petite distinction ici, c'est qu'on a un N et un OR. Fait que si tu connais un petit peu en programmation, c'est tout simplement là, un N, c'est un et, puis un OR, c'est un OU. Fait que ici, ce qu'on veut, c'est que la date, elle soit après le 31 décembre 2021 et qu'elle soit aussi avant le 1er janvier 2023. Donc ici, c'est un et qu'on veut. Si on ferait un ou, ça fonctionnerait pas parce qu'à ce moment-là, ce serait tout le monde qui s'est abonné après le 31 décembre 2021, incluant des gens qui sont abonnés en 2023. Et si on mettrait ou ici, ça ferait ou tout le monde qui s'est abonné avant le 1er janvier 2023, incluant des gens qui auraient pu s'abonner en 2020 ou en 2021. Fait que c'est vraiment un et qu'on veut ici. C'est pas dans tous les cas que tu vas vouloir un et. Des fois, tu veux un et, des fois, tu veux un ou. Mais là, dans ce cas-ci, tu vas vouloir un et. Si jamais, par exemple, tu devrais faire un segment pour regrouper tout le monde qui a le tag, mettons, le tag membre du CA, puis le tag bénévole, mettons. Tu te souviens, tantôt, je t'ai parlé des tags, groupe tag, puis là, on est dans les segments. Tu pourrais faire une condition qui dit fais-moi un segment qui regroupe tous les abonnés qui ont le tag membre du CA, puis qui ont le tag bénévole, par exemple. Donc là, on va juste finir celui-là ici. Je vais l'enregistrer. Il est où le bouton enregistrer? Je pense qu'il est caché ici.
OK, je sais pas si c'est moi qui est fatigué. Je vois pas le bouton enregistrer. OK, ici, Review Segment. On clique Review Segment. Parfait. Fait que là, ça nous fait un recap finalement de c'est quoi le segment, les différentes conditions que j'ai mis ici, ça fait du sens. Puis il me dit combien de contacts en ce moment sont dans ce segment-là. Puis j'en ai 0 parce que c'est pas un vrai compte MailChimp dans lequel j'ai des vrais contacts, donc il y en a 0. Dans ton cas, si tu as bien configuré tes conditions, puis des conditions là, dans lesquelles ça fait du sens par rapport aux abonnés que tu as dans ton infolette, dans ta liste d'envoi, en ce moment, tu vas avoir un chiffre autre que 0 à cet endroit-là. Fait que là, je vais faire cancel ici parce que je ne veux pas réellement créer ce segment-là. Je vais te montrer le segment ou un exemple de segment où est-ce que j'aimerais que mon segment regroupe tout le monde qui est soit membre du CA ou bénévole, par exemple, en utilisant les tags. Fait que c'est comme une combinaison de j'utilise les tags, mais je crée un segment avec les tags. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais venir encore une fois create segment. Je vais mettre, mettons, je vais le nommer membre du CA et bénévole, ou bénévole, c'est un ou l'autre, bénévole. Ici. Ici, je pourrais écrire patate, carotte, betterave, ça ne change rien. C'est vraiment une référence pour moi à l'interne. MailChimp, il ne sait pas qu'il y a un lien avec les tags que je mets dans mes conditions après. Fait que le nom que je mets là, il est vraiment juste pour moi, pour ma référence interne. Ça n'a aucun impact sur la condition que j'ai configurée après. Fait que là, j'ai écrit mettre une condition. All your contacts are tagged. Fait que dans quel tag tes contacts ont. Fait que tags ici. Contact est tagué. J'avais dit quoi? Membre du CA. Ajouter une autre condition. Quel tag? Bénévole. J'espère que j'ai fait bénévole. Oui, bénévole ici. Puis là, c'est là que je vais mettre un OR. Parce que dans ce segment-là, peut-être que je veux, justement, je l'ai nommé ou ici. J'aimerais que ce segment-là regroupe tous mes abonnés qui ont le tag membre du CA ou qui ont bénévole, un ou l'autre. À ce moment-là, je vais mettre ou ici, OR, qui est le ou finalement que j'ai écrit en français ici. Puis à ce moment-là, ce segment-là va regrouper tous les abonnés qui ont un ou l'autre de ces deux tags-là. Je pourrais ajouter un troisième, un quatrième, un cinquième. Je pourrais ajouter une condition de date. Comme là, en ce moment, je t'ai donné un exemple avec juste les dates. Là, je te donne un exemple avec juste les tags. Mais tu peux faire une combinaison des deux. Tu pourrais dire les gens qui ont membre du CA ou bénévole comme tag et qui sont abonnés entre 1er janvier et 31 décembre. Ça pourrait être ça aussi. Fait que tu as la possibilité de faire des ou et des et, puis avoir plusieurs conditions qui ne sont pas toutes le même genre de conditions. Fait que là, on va dire que je suis satisfait ici. Je fais Review Segments. Il vérifie si ça donne des abonnés. Ça me dit, OK, tu as 6 abonnés qui tombent dans cette catégorie-là, puis il me donne un échantillon de ce segment-là. Il me l'affiche au complet parce que j'en ai juste 6, mais si tu as un peu plus que ça, il va te mettre un échantillon des abonnés qui tombent dans ce segment-là. Si ça fait du sens, là, tu peux faire Save Segment. Puis là, à l'avenir, ce que tu vas pouvoir faire, c'est quand tu envoies une infolette, sélectionner ce segment-là. Ce segment-là, les abonnés qui sont dedans, va changer dynamiquement au fur et à mesure que tu vas avoir des nouveaux abonnés qui vont s'ajouter à ton infolette avec les tags concordants. Puis au fur et à mesure que tu vas avoir des gens qui vont se désabonner de ton infolette, puis qui avaient ces tags-là, ils vont aussi disparaître du segment s'ils sont plus abonnés finalement. Donc, je vais faire annuler ici. Donc, c'est ce que je voulais t'expliquer par rapport à la différence entre les groupes, les tags et les segments. Je vais te répéter rapidement c'est quoi la différence entre. Fait que les groupes, c'est une manière de regrouper tes contacts puis de donner l'option aux contacts qui s'inscrivent à ton infolette de se classer eux-mêmes dans certains groupes parce que les groupes peuvent apparaître sur le formulaire. Tu n'es pas obligé de faire apparaître les groupes sur le formulaire, mais tu peux. Puis à ce moment-là, les gens peuvent gérer leur propre catégorisation avec les groupes. Les tags, c'est pour ta gestion à l'interne. Les abonnés n'ont aucun contrôle sur quels tags sont associés avec leur abonnement. Fait que c'est vraiment quand tu vas vouloir gérer toi-même comment que les gens sont classés. Puis aussi, avec les automations, ça rend tes automations, ça fait plus de sens au niveau automation d'utiliser des tags. Et puis finalement, les segments, ce qu'on vient de voir là, c'est une manière de regrouper ou de segmenter tes abonnés selon certains critères. Puis il peut y avoir un ou plusieurs critères. Et puis, c'est dynamique qui fait partie d'un segment selon au fur et à mesure que tu as des abonnés qui quittent puis qui se rajoutent à tes listes d'envoi. Fait que j'espère que c'était clair pour tout ça. Si jamais c'était pas clair, bien, recule la vidéo puis réécoute ce que je viens de te dire. Puis sinon, si tu aimerais en savoir plus par rapport à configurer ta liste d'envoi sur MailChimp, par rapport à personnaliser les formulaires MailChimp, personnaliser les pages que MailChimp affiche sur son site web à tes abonnés, ou importer des contacts, j'ai fait des vidéos pour tout ça. Je vais mettre les liens dans la description de la vidéo. À la prochaine!